Oui, bonjour à tous. Bonjour à vous, Cécile Aufort. Bonjour. Le musée de l'Homme, qui va ouvrir ses portes ce week-end à Paris, avait failli fermer définitivement ses portes il y a 6 ans et demi. Qu'est-ce qu'il a sauvé finalement, ce musée de l'Homme? Je crois que ce qu'il a sauvé, c'est la profonde nécessité d'avoir un musée qui parle de l'humain. C'est le seul à pouvoir le faire sur tous ses aspects, en parlant de l'humain dans sa globalité, l'humain biologique, l'humain social, l'humain culturel. Et c'est un musée qui est un centre de recherche aussi. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ces questions au sein de l'institution et qui ont la capacité de parler de ça. Alors c'est le musée de l'évolution de l'homme. On connaît déjà bien le musée du Quai Branly, de l'autre côté de la Seine, à Paris. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce musée de l'homme rénové et le musée du Quai Branly qui a, il faut le dire, pris beaucoup de collections d'ethnologie notamment et qui s'intéresse aux civilisations du monde entier? Oui, la différence, c'est peut-être que le musée de l'Homme, justement, a une approche qui se concentre sur l'humain, sur l'évolution de l'homme et qui propose un voyage, finalement, au cœur de cette évolution, en repartant des origines et en allant jusqu'à aujourd'hui. C'est un récit. Il y a un parcours, en quelque sorte, dans oui, le musée. Il y a un parcours. Il y a 3 questions, d'ailleurs, qui sont posées au musée de l'Homme. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et où allons-nous? C'est une démarche presque philosophique. D'ailleurs, je crois qu'on peut admirer le crâne du penseur français, mathématicien René Descartes. C'est un des joyaux, entre guillemets, de la collection. Vous avez voulu donner presque plus à penser qu'à montrer, que simplement montrer, plutôt? On a voulu repenser la place de l'homme aussi dans son environnement. Le musée de l'Homme fait partie du Muséum d'histoire naturelle. C'est très important. C'est aussi le fait de dire que l'homme, aujourd'hui, doit repenser sa place dans l'environnement. Et ce voyage, effectivement, il part des origines, à 7 millions d'années, et en soi, c'est déjà vertigineux. Mais il s'interroge aussi sur notre avenir. Et aujourd'hui, on doit se repositionner face aux questions qui se posent sur notre place dans le vivant. Et on montre ça dans le musée. C'est-à-dire qu'on va essayer de rappeler aussi que par rapport aux autres espèces animales, on a beaucoup de points communs. On s'est longtemps cru très différents, finalement. On s'est longtemps positionné à part. On a longtemps cru que l'homme était le seul à fabriquer des outils ou à avoir un langage élaboré, par exemple, ou à être bipède, etc. Non, c'est pas le cas. Il y a d'autres espèces qui fabriquent des outils, qui vivent avec des formes de société, finalement. Donc, c'est une position plus humble aussi dans le vivant. C'est important. L'ancien musée de l'Homme présentait l'homme sous des aspects géographiques. Il y avait différentes zones, l'Afrique, l'Océanie, l'Asie, l'Europe. Là, c'est pas du tout le cas. Pourquoi cette différence aussi? C'est pas le cas parce que justement, on veut raconter cette histoire de l'évolution sous la forme d'un récit et non pas déployer les différentes cultures d'une manière qui se voulait peut-être exhaustive. Là, on va au contraire mettre en perspective ces cultures en montrant des objets de différentes cultures, en les remettant en perspective, mais autour de thématiques. On va plutôt travailler sur des thématiques. Alors l'un des temps forts, entre guillemets, c'est évidemment la période préhistorique. Vous la faites débuter du fond des âges, il y a 7 millions d'années, et elle s'arrête à la période néolithique, comme si tout s'était un petit peu figé à ce moment-là. C'est une période, vous me le disiez en préparant cette émission, qui a tout déterminé en quelque sorte, le néolithique. Oui, c'est le début de quelque chose. C'est un grand changement, un des changements majeurs dans l'histoire de l'évolution humaine, puisque l'homme se met à domestiquer la nature, à se l'approprier. Il commence à se sédentariser, à devenir agriculteur, à devenir éleveur. Donc c'est une attitude complètement nouvelle par rapport à son environnement, d'une adaptation. Il se l'approprie. Et c'est ce qui se met en place il y a à peu près 10 000 ans. Donc ça, c'est il y a à peu près 10 000 ans. C'est après l'homme de Cro-Magnon que l'on peut voir, bien après même. Oui, que l'on peut bien voir après notamment dans dans votre musée, l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal, et ses représentations à travers les âges. On a la chance d'avoir ces fossiles humains originaux qui sont des découvertes anciennes, qui ont un peu révolutionné aussi la manière dont on se représentait l'homme préhistorique et qu'on fait prendre conscience au 19e siècle. Pas du tout la même façon aujourd'hui qu'au 19e siècle, par exemple. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on est conscient effectivement de cette profondeur du temps, de cette épaisseur du temps, même si c'est difficile de l'appréhender finalement. 7 millions d'années, c'est rien à l'échelle de la vie sur Terre et c'est énorme pour notre échelle de vie individuelle. La diversité de l'homme, c'est aussi les langues qu'il parle. Vous en avez répertorié combien ? Il y a 7000 langues dans le monde. 7000 langues. Ça montre bien la grande diversité culturelle. culturelle. Comment on s'en rend compte au musée alors ? Alors au musée, on a un grand dispositif qui est assez spectaculaire et très ludique aussi, qui permet, on tire des langues, très physiquement, c'est une langue qui est représentée et on écoute des langues du monde. Alors ça peut être du palawan, ça peut être du yiddish, du créole. 25 langues du monde. Alors, c'est 25 sur 7000, c'est pas beaucoup, certes, mais ça donne une idée de la diversité en tout cas. C'est la différence d'ailleurs avec l'ancien musée de l'homme, c'est qu'il est
très moderne finalement. Vous jouez beaucoup sur le multimédia, sur les outils de communication. C'est une façon aussi d'attirer une clientèle plus jeune, les enfants par exemple. On présente des objets, mais on présente aussi beaucoup de choses qui permettent de mieux comprendre ce que disent ces objets, des manipulations, des jeux, des interactifs, beaucoup de multimédia. Tout ce parcours est ponctué comme ça de moments où on peut agir, interagir pour mieux comprendre. Et ce n'est pas d'ailleurs seulement la préhistoire ou même l'histoire. Vous interrogez sur l'homme du futur, du présent. On voit par exemple un car africain, un bus de transport qui a été transporté depuis Dakar, je crois, dans des conditions assez rocambolesques, mais qui sont... Vous l'avez fait passer par la fenêtre, ce car, mais il est finalement chez vous, on peut le voir au Musée de l'Homme. Mais c'est aussi vous vous intéressez plus exactement aux prothèses, aux téléphones portables, à tout ce qui fait l'évolution de l'homme d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle n'est pas finie, cette évolution. Un musée de l'homme du XXIe siècle ne pouvait pas s'arrêter au néolithique. Il fallait forcément aussi se poser les questions d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont liées notamment à l'environnement, aux questions écologiques, au réchauffement climatique. On va d'ailleurs avoir toute une actualité là-dessus. Il y a la diversité culturelle aussi. On peut se demander si cette diversité culturelle, qui est une des grandes caractéristiques humaines, elle va perdurer. Alors justement, le réchauffement climatique, là, vous faites preuve peut-être vous aussi d'un certain pessimisme. 7 milliards d'hommes, un climat qui se dérègle. Est-ce que le musée de l'homme, c'est pas aussi le musée des menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'espèce humaine? Il faut faire prendre conscience des menaces et on le fait avec un grand multimédia qu'on va proposer dans le parcours, qui est une sorte de grand film où on montre en même temps toutes ces données et où on explique. C'est plutôt une prise de conscience. Après, c'est la prise de conscience pour pouvoir agir. C'est pas le pessimisme en se disant on peut rien faire. Dernière question, Cécile Aufort. Lorsque le premier musée de l'homme avait été inauguré en 1938, la France était une puissance coloniale. On parlait de race à l'époque, de race d'êtres humains. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi finalement les scientifiques ne rejettent ce concept alors qu'on l'a vu récemment encore? Certains parlent de race. Cette notion n'a pas de valeur et d'intérêt scientifique. On est tous une même espèce. C'est ce qu'on montre, c'est ce qu'a toujours montré aussi le musée de l'homme. Enfin, il parlait de concept de race à une époque où on en parlait. Il n'a plus de valeur scientifique aujourd'hui. On est tous une seule espèce. On est tous certes très différents et très divers, mais on fait partie de la même espèce Homo sapiens. C'est le concept de race, il est inopérant. Merci Cécile Aufort. Le musée de l'homme sur la place du Trocadéro à Paris, face à la Tour Eiffel. Et il va ouvrir aujourd'hui et il sera gratuit, il faut le préciser. Il ouvre demain samedi, au grand public. Et il sera gratuit pendant 3 jours jusqu'à lundi. Je suis sûr que beaucoup de gens viendront voir l'homme se transformer sous nos yeux. C'est à vous William, bonne journée. Oui, on vous donnera un coup de main. Visite guidée, reportage complet, exhaustif sur le musée de l'homme d'ici une petite quinzaine de jours dans Télématin.